La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Anne-Chaine Larché, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire, pour 5 minutes. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, chère Sophie, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur le texte de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes. Pour éviter le pire, nous allons voter cette loi renommée et réécrite en grande partie par le Sénat, qui n'a pas lâché sur ses lignes rouges. Une loi rééquilibrée, faite de concessions, et qui tend à limiter les effets de bord de certaines mesures initiales et leurs potentielles conséquences désastreuses pour des professionnels extrêmement inquiets et leurs animaux. Préférant l'efficacité aux effets d'annonce, le Sénat a agi selon 3 axes. Lutter contre l'abandon en encadrant les cessions d'animaux, faciliter le travail des acteurs de terrain qui exercent auprès des animaux plutôt que de l'entraver, refuser le credo « interdire et laisser mourir » et trouver toujours des solutions pour le bien-être des animaux et l'avenir des professionnels. Malheureusement, si certaines dispositions finales laissent un sentiment amer, nous les avons assorties de garanties, pas d'interdiction sans solution. C'est le cas sur les spectacles d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Je regrette que la solution opérationnelle que nous avions proposée, élaboration d'une liste portant des interdictions progressives, ciblées, analysées espèce par espèce, après une consultation élargie, ait été refusée par les députés. Interdire tous les animaux sauvages d'un coup posera de vraies difficultés pour leur trouver une place d'accueil. Le gouvernement ne le réalise qu'aujourd'hui, c'est un peu tard. Toutefois, le Sénat a obtenu un délai de transition de 7 ans pour laisser le temps aux professionnels de s'organiser. Aucune interdiction de détention d'un animal ne sera prononcée sans la proposition d'une solution d'accueil pour les animaux qui garantisse leur bien-être. À défaut, des dérogations seront mises en œuvre. C'est la moindre des attentions que nous devions aux circassiens que nous respectons, car cela crie leur désespoir. Respect qui est piétiné lorsque certains animalistes les traitent de maltraitants et s'opposent physiquement à l'exercice de leur activité pourtant légale, encadrée et contrôlée. Un véritable délit d'entrave doit être mis en œuvre pour cesser cette guérilla dangereuse et inacceptable. Le Sénat a déjà voté une proposition de loi dans ce sens. La balle est dans le camp des députés. J'insiste et je rappelle que les voleries ne relèvent pas de cette interdiction, dès lors qu'elles ne sont pas considérées comme itinérantes mais mobiles. Cela a été réaffirmé en CMP par les 2 rapporteurs. S'agissant des parcs zoologiques aquatiques, auxquels le législateur est très attaché, le texte garantit que les 21 dauphins et 4 orques présents en France pourront être conservés dans ces établissements si ceux-ci s'engagent dans des programmes scientifiques reconnus qui pourront présenter le contenu et les résultats de leurs recherches au public. Cela évitera que ces cétacés finissent dans des piscines de luxe à l'autre bout du monde ou qu'ils soient euthanasiés. C'était là encore une ligne rouge pour le Sénat qui a tenu bon. Sur les animaux de compagnie, la lutte contre l'abandon a été érigée en priorité par la mise en place d'un certificat d'engagement signé par l'acquéreur en lien avec un délai de réflexion de 7 jours avant l'achat, dans des conditions précisées par décret pour ne pas poser de difficultés à certains événements comme les foires. Je pense aussi aux sanctions et moyens renforcés dédiés à la lutte contre les trafics, sous-entendu l'encadrement strict des offres de cession en ligne d'animaux de compagnie. Le contenu des annonces sera vérifié et labellisé par ces plateformes qui en seront responsables. Ce point est une avancée historique due au Sénat. Sur le sujet des animaleries, le Sénat a rétabli la vente de tous les animaux de compagnie, à l'exception des chiots et des chatons, sauf dérogation accordée aux refuges qui pourront proposer à l'adoption leurs animaux en magasin.
Nos arguments ont convaincu. Plutôt que de les opposer, nous avons créé des ponts entre ces professionnels de qualité. Mais le danger de voir basculer cette économie dans les trafics illégaux reste entier. Je me félicite de la reconnaissance législative des associations sans refuge, alors que leur existence même était menacée au sortir de l'Assemblée nationale. Ces bénévoles sont des acteurs de terrain essentiels. Je me réjouis enfin des mesures renforcées que nous avons proposées contre la zoophilie et la zoopornographie, tout comme l'abandon de l'idée absurde d'obliger les maires à faire stériliser les chats errants sans compensation financière ou d'imposer la construction d'une fourrière dans chaque commune, autre ligne rouge du Sénat. Tous ces apports sénatoriaux aboutissent à un texte équilibré et opérationnel, plus pragmatique et moins idéologique, qui me semble répondre aux objectifs partagés par le plus grand monde pour améliorer la condition animale. Pour ma part, je n'exprimerai qu'un seul remerciement, celui de m'avoir placé sur le chemin de professionnels exceptionnels, passionnés et passionnants, qui œuvrent pour le bien-être et la connaissance des animaux et le rapprochement de ceux-ci avec l'homme. Je vous invite à voter ce texte. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, bonjour à tous. Je suis très heureuse, même très émue, puisque nous sommes ici aujourd'hui à un moment important, je crois, de la prise de conscience qui a eu lieu de cette évolution majeure de notre place, de notre regard sur la place de l'être humain face au règne animal. Dans la nature, nous ne sommes qu'un. Et nous avons aujourd'hui montré que les parlementaires, le gouvernement, tous les acteurs, en écho aux attentes de nos concitoyens, avaient su trouver ou retrouver cette part d'humanité, même d'humanisme, qui nous fait retrouver un peu plus, un peu mieux notre place au monde. Avec des valeurs qui progressent aujourd'hui, des valeurs qui sont vivantes, qui évoluent, et nous avec elles. Et cette amélioration du bien-être animal, elle est bien une responsabilité morale collective. Nous le montrons aujourd'hui et nous en prenons la mesure. Avec cette loi, cette future loi, vous avez prononcé des mesures ambitieuses, des mesures essentielles, en écho, vous le savez, à une préoccupation très forte du gouvernement. En septembre 2020, avec la ministre Pompili, nous annoncions déjà notre souhait de voir mettre fin progressivement à la présence de la faune sauvage dans les cirques itinérants, à la présence des cétacés dans les delphinariums, ou encore la fin des élevages de visons d'Amérique pour leur fourrure. Aujourd'hui, vous transcrivez dans la loi et vous allez plus loin. Le débat parlementaire a permis d'enrichir largement toutes ces mesures. Dans le même temps, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, annonçait en décembre la mise en place des certificats de sensibilisation à l'achat ou à l'adoption d'animaux de compagnie. Ces mesures, elles seront inscrites dans la loi et nous avons pu vraiment, effectivement, dans ce parcours législatif, enrichir de vos débats ces dispositions avec des décisions courageuses. Vous remercier, Madame la rapporteure, tout particulièrement. Vous avez toujours eu ce souci de la nuance, de l'équilibre, et sur des sujets aussi sensibles, c'était absolument essentiel, et cela nous a permis collectivement d'aboutir à cette commission mixte paritaire conclusive, qui est, je crois, une belle victoire sur ces idées et ces avancées. Avec donc des membres de la commission paritaire qui ont été tout à fait actifs, avec tous les bancs de cet hémicycle, tous les groupes parlementaires du Sénat qui ont vraiment embrassé cette réflexion, et ces discours et ces débats ont été de très bonne tenue. Donc remercier également cette mobilisation, cette voix collective, et vos homologues de l'Assemblée nationale qui ont donc initié ce texte. Avec sur les animaux sauvages, donc tout d'abord des mesures fortes et ambitieuses. Vous le savez, le gouvernement d'ailleurs
les a souhaités et les accompagnera dans le temps, puisqu'aujourd'hui débute un chemin d'accompagnement. Nous devrons évidemment être à la fois aux côtés des acteurs et également prévoir, accompagner, anticiper la transition dans le devenir de ces animaux. Donc nous poursuivons aujourd'hui un chemin pour aider cette transition. Et le ministère de la Transition écologique, qui a déjà accompagné les cirques dans les mois qui viennent de s'écouler, du fait des périodes d'activité perturbées par la crise sanitaire que vous savez, en accompagnant à hauteur de 2,4 millions d'euros ces cirques pour les aider au nourrissage et aux soins des animaux en période de restriction, poursuivra évidemment cet accompagnement. Et dans le cadre de la réforme qui est portée par cette future loi, nous soutiendrons les circassiens pour les aider à évoluer dans leurs activités. Accompagner ces professionnels, c'est aussi leur dire aujourd'hui, et je tiens à le faire, le réaffirmer, notre soutien et je sais leur attachement à ces animaux. Nous sommes tous conscients que cette évolution peut être douloureuse et nous sommes évidemment pleinement à leur côté pour que cette transition soit la plus sereine possible. Nous aurons donc, dans le cadre également de cette réforme, pour les accompagner dans l'évolution de ces activités, à prévoir des reconversions des personnels, des solutions d'accueil pour les animaux. Sur ce dernier point, vous avez largement précisé également ces conditions. C'était nécessaire et essentiel. Des solutions qui garantissent évidemment leur bien-être. Et nous partageons évidemment tout à fait cette volonté. En actant la fin à horizon de 5 ans de la détention et de la reproduction des cétacés dans les delphinariums, il nous a fallu prévoir quelques dérogations pour les sanctuaires et les centres de soins, bien sûr, mais aussi pour certains programmes scientifiques qui devront être validés par le gouvernement. Et nous serons évidemment d'une grande vigilance sur les programmes que nous autoriserons et sur leur évaluation. Et puis toujours dans le cadre de ces dérogations, nous aurons nécessité d'encadrer précisément la définition des refuges et des sanctuaires, vous l'avez fait, et cette réflexion nous permettra donc de préciser qu'elle exclut tout but lucratif, des contacts directs avec le public et les numéros de dressage. Ça semblait évident, mais c'est mieux inscrit et ce débat a été très riche et nourri, avec un point important sur l'inscription de cette définition dans la future loi qui renforce son exigence. Et puis je me félicite également de l'interdiction des élevages de visons d'Amérique pour leur fourrure dès la promulgation de la loi, de même que pour toutes les espèces non domestiques, d'ailleurs élevées uniquement pour cette fourrure. Lorsque le ministère de la Transition écologique a annoncé son intention de mettre fin à l'élevage des visons d'Amérique, vous le savez, il y avait à l'époque, il y a un an, 4 élevages. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un. Ces 3 premiers élevages ont répondu à cet appel, à cette attente et ont accepté de franchir ce pas. Nous les avons accompagnés dans cette évolution et ces efforts collectifs, cette évolution en seulement un an, elle montre réellement l'efficacité de notre démarche, à la fois de sensibilisation et d'accompagnement dans cette transition. Cet accompagnement, il fonctionne et nous continuerons à accompagner, évidemment, à soutenir ces professionnels concernés. Pour ce qui est des animaux domestiques, ce texte sur lequel vous allez vous prononcer aujourd'hui, il présente également des avancées tout à fait importantes, vous le savez, qui s'inscrivent dans ce triple combat qui avait été appelé de nos voeux contre la maltraitance animale. Tout d'abord, ce premier levier de sensibilisation pour prévenir la maltraitance, d'éveil à ces questions, avec une clé dans la lutte contre l'abandon, qui est une première cause de maltraitance animale, qui est bien d'informer, de responsabiliser les acquéreurs en amont de l'achat, pour que chacun soit pleinement conscient de ses devoirs et de ses responsabilités face à ces animaux de compagnie. Je me félicite donc vraiment de la création par ce texte d'un certificat d'engagement et de connaissance pour toute acquisition d'un animal de compagnie ou d'un équidé. Et le gouvernement aura à cœur de prendre les textes d'application nécessaires à sa mise en œuvre dans les plus brefs délais. Avec l'encadrement également de la vente en ligne, une source majeure d'abandon et de trafic qui était également essentielle. Nous nous sommes attachés de longue date avec le gouvernement à cette question en travaillant avec les vétérinaires en sens dès la fin de l'année 2020. Ce travail, il est désormais inscrit dans la loi et c'est heureux. C'est une avancée majeure pour nos animaux de compagnie. Toujours dans cette optique, vous avez acté de l'encadrement de la vente en animalerie à partir de 2024. Cela va nous permettre vraiment de lutter efficacement contre l'achat impulsif, notamment
notamment de chiots et de chatons, et de limiter ainsi les risques d'abandon. Et puis, il faut toujours le rappeler, l'objectif de ces mesures, c'était bien d'opérer une prise de conscience collective et de l'accompagner. Et dans la détention d'un animal de compagnie, c'est une joie qui concerne un foyer sur 2 en France. Nous avons là effectivement un gros levier de médiation et de participation à cette réflexion. Et puis, c'est aussi surtout une responsabilité. Et dans ce texte, vous confirmez cette responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. Nous l'affirmons haut et fort, et je crois que nous sommes à nouveau au rendez-vous de cette meilleure prise en compte du bien-être animal. Alors, pour toucher un public plus large, évidemment, ce texte prévoit une sensibilisation à l'éthique animale dispensée lors du service national universel, de la même façon que dans l'enseignement moral et civique, à l'école primaire, au collège, au lycée. Les enfants sensibilisent aussi leurs parents, là où cette conscience, cette sensibilité n'était encore que peu présente. Et je me félicite que dès le plus jeune âge, nous sensibilisions efficacement nos concitoyens. Et puis le second levier de lutte contre cette maltraitance des animaux domestiques, c'est évidemment d'accompagner le recueil de ces animaux abandonnés. L'animal maltraité, abandonné, il est recueilli par des refuges, des associations, des familles d'accueil qui font au quotidien et partout en France un travail formidable que je tenais également à saluer ce matin. Il faut saluer leur engagement quotidien qui est souvent bénévole, qui est celui également des élus locaux dans tous nos territoires et un travail essentiel également de nos vétérinaires. Il était important aujourd'hui de le reconnaître et de les saluer. Pour simplifier l'action des communes dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, vous avez actualisé le dispositif des fourrières et de la gestion de l'errance animale. C'était également une attente extrêmement forte. De même, l'expérimentation prévue dans ce texte qui articule les actions de l'État, des collectivités et des EPCI en matière de stérilisation des chats errants doit nous permettre de mieux lutter contre la surpopulation féline. C'est un sujet également d'importance au quotidien qui fait l'objet d'un accompagnement financier de l'État dans le cadre du plan France Relance. Et c'était une priorité majeure. Le président de la République l'a donc décidé. Nous réabonderons cet investissement de 15 millions d'euros afin de répondre aux besoins énormes qui s'expriment partout en France. Et puis le dernier axe de cette politique de lutte contre la maltraitance animale, il passe évidemment par le renforcement des sanctions. Vous avez et nous avons prévu l'aggravation de ces sanctions applicables en cas de sévices graves et d'actes de cruauté infligés à l'animal. C'est une évolution qui est éminemment positive, qui engage la société dans laquelle nous voulons être, nous voulons avancer. Quelles qu'en soient les raisons, il n'est pas acceptable de maltraiter un animal. Et je conclurai sur ce point, sur lequel il y a eu, je crois, un consensus. Désormais, la présence d'animaux, domestiques ou non, sera interdite évidemment en discothèque, sur les plateaux de télévision pour les animaux sauvages. Ce sont des mesures de bon sens. Aucun animal n'a sa place en discothèque. Les animaux sauvages ne sont pas un accessoire de tournage. Le futur texte de loi clarifie cela et c'est une excellente chose. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vous en remercie à nouveau. Ce texte, il est marqué par le progrès. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. C'était une attente forte des Français. Le Parlement est en phase avec ces attentes. Je vous en remercie. Et je vous redis mon émotion à partager cette humanité qui s'exprime dans ce texte par rapport aux animaux et à cette société que nous souhaitons et que nous désirons. Cette future loi, c'est une fierté pour la représentation nationale, pour le gouvernement et pour notre pays tout entier. Je vous en remercie. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement. En conséquence, le vote sur les amendements et les articles sera réservé. Nous passons maintenant à la présentation des amendements du Gouvernement avant d'en venir aux explications de vote des groupes. Madame la ministre, si vous souhaitez faire une présentation groupée de vos amendements, pas de problème. Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, ces amendements, ils sont purement rédactionnels ou de précision. Avis de la commission. Avis favorable. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire,
Il se prononce par un seul vote unique sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement. Le vote sur ces amendements est donc réservé. Nous passons aux explications de vote des groupes, à raison d'un orateur par groupe. La parole est à Monsieur Daniel Salmon, du groupe Écologie, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous en arrivons à la lecture finale de ce texte qui constitue une nouvelle étape dans la lutte contre la maltraitance animale et j'en profite pour saluer nos collègues parlementaires qui en sont à l'origine. Je souhaiterais également remercier les associations, les citoyennes et les citoyens mobilisés depuis de longs mois pour leur engagement autour de cet enjeu majeur qu'est la lutte contre la maltraitance animale. Le groupe Écologie, Solidarité et Territoires avait quelques points de divergence avec le texte issu du Sénat. Celui-ci remettait en question des avancées nous mettant pourtant juste au niveau des pays protecteurs en Europe. Cependant, nous avions salué également les apports de la Commission, notamment sur les questions de sanctions ou sur le statut donné aux associations sans refuge. Dans cette ultime version du texte, nous regrettons toujours qu'il ne traite pas de sujets essentiels sur la maltraitance, comme celui de la faune sauvage victime de certaines pratiques de chasse ou de la corrida, mais l'accord trouvé en CMP établit au final de réelles avancées. Ainsi, le rétablissement de la suppression de la vente des chiens et chats en animalerie d'ici 2024, très attendu par les associations, avec une exception bienvenue pour les animaux issus de refuges, dans le cadre d'un partenariat entre animalerie et associations, afin de favoriser les adoptions de chats et chiens abandonnés, un compromis qui nous paraît plutôt pertinent. L'introduction d'un délai de réflexion de 7 jours avant d'acheter un animal de compagnie et le certificat d'engagement et de connaissance pour les futurs détenteurs d'animaux, qui sont des mesures utiles et qui permettront des avancées quant à l'évolution des pratiques pour prévenir et lutter contre la maltraitance animale. Concernant le renforcement des sanctions, nous nous félicitons que les sévices et les atteintes sexuelles soient plus lourdement punis. De nouvelles circonstances aggravantes ont été créées afin de mieux protéger les animaux ainsi que les enfants lorsque les actes sont malheureusement perpétrés sous leurs yeux. Enfin, nous ne pouvons que nous réjouir du rétablissement par les députés de l'interdiction de l'acquisition de mammifères marins et de leur reproduction dans les delphinariums sous 5 ans, ainsi que de l'interdiction de la détention d'animaux sauvages par les cirques itinérants sous 7 ans. Si nous souhaitions aller plus loin pour prohiber la présence d'animaux sauvages pour l'ensemble des spectacles fixes ou itinérants dans des délais plus brefs, il s'agit là d'une avancée majeure qu'il faut reconnaître. Nous appelons tout de même à la vigilance quant au risque de sédentarisation des cirques itinérants. Les cirques fixes n'étant eux soumis à aucune interdiction, ils pourront toujours posséder des animaux sauvages. À l'État maintenant d'aider à cette transition et d'accompagner les cirques et les établissements animaliers vers des spectacles sans animaux. Enfin, nous nous réjouissons de l'interdiction de l'élevage de visons et d'animaux d'espèces non domestiques destinés à l'industrie de la fourrure, avec effet immédiat dès la promulgation de la loi. Si nous évaluons plutôt positivement cette dernière version de la proposition des lois, vous l'aurez compris, nous formulerons tout de même quelques regrets. Sur la vente d'animaux en ligne, nous nous interrogeons sur le système de labellisation proposé, soumis à différents critères. Une interdiction claire et nette de la vente d'animaux sur les sites et plateformes non spécialisés n'aurait-il pas été un procédé de contrôle plus simple et plus efficace? L'objectif étant, nous en conviendrons tous, que seuls des professionnels puissent vendre des animaux en ligne et uniquement sur des sites spécialisés. Quant à la stérilisation des chats errants, un sujet qui emporte avec lui celui de la souffrance animale, de la santé publique, mais aussi d'atteinte à la biodiversité. Si nous soutenions dans le texte initial l'obligation pour les maires et les intercommunalités de prendre en charge ce problème, il nous paraissait pleinement légitime que l'État, en parallèle, engage des moyens supplémentaires pour soutenir les collectivités dans cet objectif de politique publique. Sur cette question, il faut aller vite et nous suivrons de près les travaux de l'Observatoire de la protection des animaux de compagnie qui, nous l'espérons, alimentera judicieusement le rapport prévu à l'article 3 quater. Celui-ci devra formuler des propositions de financement pérennes pour mettre en place ces campagnes de stérilisation. Bien sûr, beaucoup reste à faire, notamment sur un autre aspect fondamental de la souffrance animale, l'élevage industriel.
Nous en sommes convaincus, lutter contre la souffrance animale passe par un changement de modèle agricole et des conditions d'élevage en particulier. Nous y reviendrons dans d'autres débats, je n'en doute pas. Pour conclure, le groupe Écologie Solidarité Territoires votera pour ce texte, encore timide sur certains sujets, mais qui acte des progrès majeurs pour mieux protéger les animaux de la violence et de l'abandon. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Fabien Gay du groupe CRCE. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, malgré ses imperfections et ses manques, cette proposition de loi constituait une avancée pour la lutte contre la maltraitance animale, car sur ce sujet, nous partons de très loin. C'est pour cela que, malgré quelques désaccords de la version issue des travaux du Sénat, mais aussi en notant quelques avancées, nous avions voté pour ce texte en première lecture. Le compromis qui a été trouvé entre nos deux chambres reste à mi-parcours, mais permet tout de même quelques avancées. D'abord, les spectacles avec des animaux sauvages seront finalement interdits dans les delphinariums en 2026, malgré des dérogations, et dans les cirques itinérants en 2028. À ce sujet, je tiens à souligner la proposition de Madame la rapporteure, acceptée en commission mixte paritaire, de trouver d'ici 2028 une solution pour accueillir ces animaux de cirque au lieu de l'euthanasie prévue par l'Assemblée nationale. Il en va de même pour la fin de la vente des chats et des chiens en animalerie à partir de janvier 2024. Nous sommes plus partagés sur cette question, car nous avons conscience que cela peut accroître le risque d'augmentation des élevages clandestins, et il est impératif de renforcer les contrôles. Cela étant, on sait que les animaux vendus en animalerie sont souvent issus d'élevages d'Europe de l'Est, qu'ils y sont détenus dans des conditions déplorables, sevrés trop tôt, avec des conséquences comportementales, et transportés dans de très mauvaises conditions, et d'ailleurs, beaucoup mouraient au cours du trajet. Certes, cette loi s'est arrêtée aux mesures les plus consensuelles et certains sujets n'ont pas été abordés. Mais il était important qu'un texte soit voté pour apporter un début de réponse aux attentes de nos concitoyens. En effet, il n'est plus acceptable que les animaux soient considérés comme des objets ou de simples marchandises dont on fait la promotion, que l'on offre sans réfléchir aux conséquences et que l'on peut jeter après un achat compulsif ou non raisonné. Il n'est plus acceptable que des animaux sauvages soient tenus en captivité et exhibés dans un cadre et un environnement qui ne sont pas les leurs. Et dans le même temps, il nous faudra être vigilants afin que certaines pratiques ne perdurent pas du fait des lacunes que laisse ce texte, car encore une fois, ce serait la parole du politique qui en sortirait grandement affaibli. Je pense en particulier à la dérogation qui est prévue, qui permettra aux delphinariums de conserver et présenter au public leurs animaux s'ils font partie d'un programme de recherche homologué par le ministère de la Transition écologique. Et là, c'est un débat que nous avons avec Madame la rapporteure. Mais au-delà du texte en lui-même, je pense que cet accord en commission mixte paritaire nous oblige. Il nous oblige à une réflexion et une action plus globale en faveur des animaux. Il nous oblige à débattre de sujets qui crispent et à faire évoluer certaines pratiques. Je pense également à la nécessité de revoir complètement notre modèle d'élevage intensif et notre rapport aux animaux que l'on dit de rente avec le monde agricole et les agricultrices et agriculteurs. Mais je pense aussi à la protection d'espèces en voie de disparition et à la fin de l'usage irraisonné des pesticides dont l'impact sur la biodiversité est dévastateur. Biodiversité qui est, rappelons-le, une condition indispensable à la vie sur Terre. Je l'ai dit en première lecture, je ne suis pas favorable à la politique des petits pas, mais je pense sincèrement que la cause animale est un sujet que nous ne pourrons plus occulter et qu'il est urgent d'en débattre ici. Car s'il s'agit d'un sujet éminemment politique, ne nous y trompons pas, la société capitaliste, en plus de l'exploitation de l'homme et de l'environnement, porte aussi préjudice aux animaux. La recherche effrénée du profit se fait au détriment de la vie humaine, de l'environnement et de la vie animale.
D'ailleurs, ils sont peu, finalement, à en tirer bénéfice de cette course au profit. Cela devrait, là aussi, nous inciter à d'autres politiques. Ce système, avec son mode de production, a exacerbé l'exploitation des animaux et a réduit la vie animale à une marchandise parmi tant d'autres. Il faut bien réaliser qu'aucune compensation ne pourra remédier à la disparition d'espèces sur Terre qui causent et causera des dégâts irréversibles pour notre écosystème. Nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à attendre que nous nous saisissions véritablement de cette question de la maltraitance animale et il nous faut maintenant aller plus loin. Madame la ministre, mes chers collègues, que je vois très actifs et avec beaucoup d'arguments que j'aimerais entendre bien plus souvent ici à cette tribune que plutôt en écho, lancinant et derrière un masque, nous voterons cette proposition de loi en espérant qu'elle ne soit qu'une première étape, à la fois dans la lutte contre la maltraitance animale, mais également dans une réflexion sur notre rapport aux autres espèces. Et je peux vous le dire, vous pouvez continuer à parler comme ça ne me fera jamais taire. Je n'ai jamais reculé sur un terrain de rugby. Ce n'est pas ici que je reculerai avec quelque interpellation. Je vous remercie. La parole à Monsieur Jean-Paul Prince du groupe Union Centriste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi contre la maltraitance animale a rempli cette mission le 21 octobre dernier. Entre les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, un dialogue apaisé et des échanges fructueux ont eu lieu. Nous pouvons d'autant plus nous en féliciter que le sujet traité est particulièrement délicat et est souvent la cause de débats passionnés. Et je tiens en particulier à remercier Madame la rapporteure ainsi que Madame la présidente de la commission. Le deuxième sujet de satisfaction pour le Sénat est qu'un certain nombre de modifications qu'il a apportées a été conservé dans le texte final. Les relations entre l'homme et l'animal ont connu au cours du temps des évolutions considérables dans notre pays. Autrefois, leur force était la principale énergie disponible, utilisée en particulier pour l'agriculture et les transports. L'exploitation des énergies fossiles, puis renouvelables, les a libérés de cette servitude, mais ces relations se perpétuent encore de multiples manières, principalement l'élevage, qui a connu lui-même de profonds changements, et l'agrément des humains. La perception de l'animal par l'homme a également considérablement changé. Descartes les considérait comme de simples machines et le code napoléonien comme des choses, mais peu à peu leur sensibilité a été reconnue. D'abord par la société, puis par le législateur dans la loi du 10 juillet 1976. Par voie de conséquence, la protection du bien-être animal a été continuellement renforcée au fil des années par la loi et le règlement. Le texte que nous évoquons aujourd'hui vient encore renforcer cette protection dans de nombreux domaines, de l'élevage des visons à l'identification des chats errants par les maires. Je me contenterai ici d'évoquer les principales dispositions qui ont été discutées en CMP. Premier point, la question des animaux sauvages, détenus en captivité à des fins de divertissement. Au vu de l'évolution des mentalités, eu égard aux souffrances engendrées par le dressage et le travail de ces animaux, ainsi que par leur vie itinérante, mettre fin à ces activités était nécessaire. Toutefois, et le Sénat y fut attentif, il fallait procéder de manière ordonnée et donner suffisamment de temps aux professionnels pour s'adapter à cette interdiction, ainsi que pour trouver des hébergements convenables aux animaux. Le texte que nous votons aujourd'hui comporte des délais appropriés, l'instauration d'une commission consultative pour la faune sauvage captive composée d'experts, ajout du Sénat, figure également dans le texte final. Deuxième point, la vente d'animaux de compagnie. À côté de la vente en animalerie, s'est développée grâce à Internet la vente en ligne entre particuliers.
Le texte voté par les députés interdisait la vente en animalerie d'ici 2024, afin de favoriser l'adoption des animaux de refuge. Cette position, à laquelle les députés se sont montrés fermement attachés en commission mixte paritaire, est assez discutable, eu égard au fait que la vente en animalerie est déjà soumise à une réglementation rigoureuse, comme nous avions déjà eu l'occasion de le dire ici. Il est à craindre que la vente en ligne de particulier à particulier sur des plateformes comme Le Bon Coin, qui est beaucoup moins réglementé, bénéficie de cette interdiction. Nous pouvons en revanche nous satisfaire du maintien de l'amendement sénatorial interdisant la présentation d'animaux dans les vitrines des animaleries. Troisième point, l'interdiction des attractions appelées manèges japonais. Tel qu'il avait été voté par l'Assemblée, l'article 7 bis, employant le terme trop général de carrousel, qui veut dire parade où les cavaliers évoluent suivant des figures convenues pour désigner cette attraction, risquait de dépasser l'intention initiale du législateur et était porteur d'insécurité juridique pour de nombreuses activités impliquant des chevaux, comme par exemple le cadre noir de Saumur et de nombreuses animations équestres de Chambord ou Puy-du-Fou. Au Sénat, plusieurs d'entre nous nous en étions alarmés et l'article avait été réécrit dans un but de précision, réécriture conservée dans le texte final. Dans l'ensemble, ce texte constitue un progrès concret pour la situation des animaux dans notre pays. Il était en effet nécessaire d'adapter la législation aux évolutions de la société et de répondre ainsi à une attente de nos concitoyens. J'espère que son adoption pourra contribuer à l'apaisement dans cette matière où, je l'ai dit, les oppositions peuvent être virulentes et parfois donner lieu à des débordements. Pour conclure, mes chers collègues, une majorité du groupe Union centriste va voter cette proposition de loi. La parole est à Monsieur Éric Gold du groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, chers collègues, c'est avec satisfaction que nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire, parvenue à un accord sur cette proposition de loi renforçant la lutte contre la maltraitance animale. On oublie trop souvent le travail de concertation mené par députés et sénateurs qui parviennent à s'entendre sur des textes communs au-delà des divergences politiques et de l'agenda électoral. Aujourd'hui, nous renforçons la protection des animaux. Nous pouvons donc nous réjouir de ce travail commun fructueux. Certaines dispositions vont, je crois, dans le sens de l'histoire. Elles rattraperont en partie le retard accumulé par la France dans ce domaine qui nécessitait une mise à niveau rapide et ambitieuse. Les mentalités ont évolué et il est sain que notre législation s'y conforme. Ainsi, il sera interdit dans un délai de 2 ans d'acquérir, commercialiser ou faire se reproduire des ours et loups dans des spectacles itinérants et tout animal non domestique en vue de la présentation au public. Dans un délai de 5 ans, l'interdiction de la détention, de la reproduction en captivité et bien sûr des spectacles des cétacés entrera en vigueur. Et dans un délai de 7 ans, il sera interdit de détenir, transporter ou produire des spectacles incluant des animaux non domestiques dans les cirques itinérants. D'autre part, la promulgation de la loi marquera la fin de l'élevage des visons d'Amérique et de tous les animaux non domestiques élevés pour leur fourrure. Enfin, une liste révisée tous les 3 ans déterminera les espèces d'animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie. Ces avancées sont des marqueurs importants et je crois qu'elles feront date. S'agissant des animaux domestiques, nous saluons également les mesures de ce texte qui permettront de mieux protéger les près de 77 millions d'animaux concernés et d'en finir avec le nombre colossal d'abandons dans notre pays. Plus de 100 000 chaque année. En la matière, la palme du record européen nous fait honte et nous oblige à agir sans attendre. Toute première acquisition d'une nouvelle espèce sera donc désormais soumise à la signature d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce et à un délai minimal de 7 jours de réflexion. Il ne sera plus possible ni de vendre,
ni de donner un animal de compagnie à un mineur sans le consentement préalable de ses représentants légaux. Les apports du Sénat ont été maintenus sur ces points pour mieux décourager les achats impulsifs qui sont souvent en cause dans les abandons. Dans le même objectif, comme mon groupe le défendait, les chiens et chats ne pourront plus être vendus en animalerie à compter de 2024. Des chiens et chats abandonnés destinés à l'adoption pourront toutefois être présentés en animalerie par les bénévoles d'associations de protection des animaux. Pour les autres animaux, la vente restera autorisée, mais pas la présentation en vitrine extérieure. La vente en ligne d'animaux de compagnie sera mieux encadrée, de même que les informations figurant sur l'offre de cession. Nous nous félicitons d'ailleurs du maintien dans le texte final de notre amendement, introduit dans l'annonce le nombre de portées de femelles au cours de l'année écoulée. Ces mesures envoient un message clair. Il faudra désormais faire appel à des associations ou à des éleveurs respectueux du bien-être animal, en capacité d'accompagner chaque nouvel acquéreur. Les animaux ne sont pas des biens de consommation courante et doivent être considérés à chaque étape de leur vie comme des êtres doués de sensibilité. Enfin, l'arsenal juridique a été renforcé pour mieux lutter contre la maltraitance animale, la levée du secret professionnel du vétérinaire permettant de porter à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à des actes de cruauté ou mauvais traitement envers un animal. Les peines ont été aggravées dans les cas d'atteinte sexuelle, d'abandon avec mise en danger de la vie de l'animal, de mise à mort d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, de même que dans les cas de sévices graves et d'actes de cruauté. Le fait de commettre ces délits devant un mineur sera considéré comme une circonstance aggravante, disposition ajoutée par le Sénat et que le groupe RDSE avait naturellement soutenue. Malheureusement, il est souvent difficile de prouver l'élément intentionnel, c'est pourquoi le renforcement des dispositions pénales devait s'accompagner de mesures de prévention capables de faire durablement évoluer les mentalités. Le stage de prévention et de lutte contre la maltraitance animale viendra remplacer ou compléter les peines d'emprisonnement, avec pour objectif de réduire les récidives par une plus grande sensibilisation. En matière de prévention, on n'en fait jamais trop. Nous sommes donc satisfaits de constater qu'un module consacré à l'éthique animale figurera au programme du service national universel et de l'enseignement d'éducation civique dans le primaire et le secondaire. Aussi, vous l'aurez compris, le groupe RDSE votera sans réserve cette proposition de loi. S'il lui a été reproché de ne pas balayer tous les sujets relatifs au bien-être animal, elle est le fruit d'un travail de concertation transpartisan et porte en elle des avancées qu'il nous est impossible de renier. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Esther Benbassa, du groupe des non-inscrits, pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les résultats des travaux du Sénat sur ce texte, à l'issue de sa première lecture, étaient à divers égards décevants. Si les conclusions de la CMP redonnent de la consistance à cette proposition de loi, mon engagement envers le bien-être animal m'oblige à y relever certaines lacunes. L'interdiction de l'exploitation des animaux non domestiques à des fins de divertissement constitue une avancée dans notre relation avec les animaux. Je regrette cependant la longueur des délais accordés aux acteurs concernés pour mettre fin à certaines pratiques. Bien que la reconversion nécessite du temps, la possibilité d'acquérir et de faire reproduire des animaux pendant encore 2 ans est injustifiable. Que deviendront-ils une fois l'interdiction devenue effective dans 5 ans ? Je tiens toutefois à féliciter les cirques ayant déjà mis en place des alternatives innovantes à cette exploitation. Je pense, entre autres, à l'introduction dans leurs spectacles d'hologrammes animaliers. Se divertir sans causer de souffrance, c'est possible et ils le prouvent. L'interdiction de l'exhibition en vitrine, de la vente en animalerie des chats
et chiens, ainsi que l'encadrement de ce commerce anarchique sur Internet constituent des avancées louables. L'offre immense que procure ce marché favorise les acquisitions non réfléchies et donc les abandons au nombre de 300 000 par an. Cependant, ces progrès ne doivent pas nous faire oublier le bilan insuffisant du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le sujet. Qu'en est-il des mesures relatives à la lutte contre la maltraitance des animaux d'élevage, les propositions de vidéosurveillance des abattoirs, l'encadrement du transport et de l'amélioration des conditions de vie qui sont ignorées dans ce texte? Le constat est identique pour la faune sauvage. Le président, à des fins électorales évidentes, offre des avantages exagérés aux chasseurs au détriment des animaux, de la nature et de notre sécurité. En instaurant une différenciation entre les animaux qu'il n'est plus possible de maltraiter et les autres, ce texte, hélas, ne remplit que partiellement son objectif. Une réforme globale et ambitieuse du droit animal serait la bienvenue. Je voterai toutefois pour ce texte. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Le jeudi 21 octobre dernier, nous avons abouti au sein de la commission mixte paritaire à un compromis sur la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Durant les semaines d'examen dans les deux chambres, jusqu'à la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, aujourd'hui au Sénat, nous avons tous pu constater la mobilisation, l'engagement et l'émoi que pouvait susciter cet enjeu de la maltraitance animale. Comme sur la majorité des sujets sociétaux, les oppositions ont été fortes et les débats ont été animés dans l'hémicycle et lors de la préparation de la commission mixte paritaire. La vitalité de notre démocratie passe aussi par ces échanges et ces réflexions sur la place et les droits des animaux. L'aboutissement de ce texte était donc particulièrement attendu par nos concitoyens, par de nombreuses associations, ça a été dit à différentes reprises, et acteurs du secteur animalier. Cette attente s'est concrétisée par plusieurs dispositions ambitieuses qui ont été confirmées lors de la commission mixte paritaire: la création d'un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un animal de compagnie, l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie aux mineurs sans le consentement de leurs parents, la suppression de la vente des chats et des chiens en animalerie, ou encore l'encadrement de la vente en ligne des animaux par l'instauration d'un label. Le renforcement des sanctions pour lutter contre les actes de maltraitance et de zoophilie et pour limiter les abandons représente également des avancées indéniables. Concernant l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums, les délais instaurés lors de la commission mixte paritaire permettront cette nécessaire transition qui doit être adaptée aux spécificités de chaque espèce et à la création d'espaces réservés. Toutefois, mes chers collègues, n'oublions pas que cette proposition de loi ignore volontairement certains sujets sensibles du bien-être animal que la majorité présidentielle a soigneusement évité à l'approche des échéances électorales. L'élevage aurait certainement mérité d'être abordé dans ce texte de loi avec un regard objectif sur les conditions de travail de nos éleveurs et une volonté d'améliorer le bien-être animal. Malgré cela, lors des débats dans cet hémicycle, nous avons su représenter et défendre les collectivités territoriales pour qu'elles puissent continuer d'assurer leur part pour lutter contre la maltraitance animale sans que des efforts financiers incohérents ne leur soient demandés. Je pense notamment, ça a été souligné aussi, à l'article 4, où nous avons obtenu la suppression de l'obligation de stérilisation des chats errants à la seule responsabilité des maires et aux frais des communes. L'expérimentation de 5 années qui sera mise en place dans certains territoires permettra d'avoir plus de recul pour aborder efficacement l'enjeu des chats errants. Ainsi, lors de la commission mixte paritaire, nous avons, avec ma collègue sénatrice Florence Blatrix-Contat, voté en faveur de ce texte de compromis. Aujourd'hui, au nom de mon groupe socialiste, écologiste et républicain, je tiens à réaffirmer le soutien de notre groupe à ces premières avancées ambitieuses pour lutter contre la maltraitance animale. Et c'est dans cet esprit ambitieux et raisonné, nous continuerons d'être mobilisés pour améliorer la législation portant sur le secteur animalier et le bien-être animal. Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de mes collègues sénateurs et sénatrices, membres de la commission mixte paritaire en particulier, pour le travail de concertation et le compromis trouvé. Je vous remercie. La parole à Monsieur Bernard Buis
du groupe RDPI pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure qui a su mener avec tact les discussions, mes chers collègues, nous n'étions pas tous très optimistes quant aux conclusions favorables de cette commission mixte paritaire, mais nous l'avons fait. Encore merci, madame la rapporteure. Le texte issu de nos travaux apporte des mesures concrètes qui changeront le quotidien de nos animaux et amélioreront leurs conditions de vie. C'est un texte majeur en faveur de la protection animale, texte que notre groupe votera unanimement et sans réserve. Cet accord entre nos chambres n'a pas été facile à obtenir. Il est vrai que si nous sommes tous favorables au bien-être animal, entre l'approche très pragmatique sortie du Sénat et l'approche volontariste de l'Assemblée nationale, il paraissait complexe de trouver une issue commune. Et puis, à force de concertation, de compromis, d'ajustements, en choisissant de minimiser nos logiques partisanes au profit de l'intérêt de nos concitoyens et de la cause animale, nous y sommes parvenus. Les discussions se sont certes terminées tard dans la soirée de la veille de notre commission, mais celles-ci ont pu atterrir sur l'échelle du bon sens et de la sagesse. Je vais me permettre de revenir avec vous sur les quelques points saillants de nos négociations qui ont su intelligemment maintenir un niveau d'exigence ambitieux tout en respectant les adaptations de nos structures existantes. C'est ainsi le cas des cirques itinérants. Le compromis trouvé envisage une interdiction des animaux sauvages dans un délai de 7 ans après la promulgation de la loi, à condition que des solutions adaptées au bien-être des animaux existent. À défaut, un décret permettra aux cirques de conserver les espèces pour lesquelles des solutions acceptables n'auraient pas été trouvées. Pour les delphinariums, la détention ne sera prohibée que d'ici 5 ans. Les spectacles seront également interdits à terme. Néanmoins, la présence d'animaux reste possible dans les refuges, suivant des critères qui seront définis par arrêté, visant notamment à en faire valoir la dimension scientifique. La suppression de la vente de chiots et chatons en animalerie, que le Sénat avait supprimée, a finalement été rétablie pour l'horizon 2024. Mais nous conserverons une dérogation pour les animaux issus des refuges dans le cadre d'un partenariat entre animalerie et associations afin de favoriser les adoptions de chats et de chiens abandonnés. Concernant la stérilisation des chats errants, devant les difficultés d'application de cet article pour les maires, parfois dans l'incapacité budgétaire de satisfaire à ces objectifs, nous nous sommes entendus pour mettre en place une expérimentation de 5 ans. Un dispositif qui s'effectuera à l'échelle des collectivités territoriales volontaires dans le cadre de conventions de gestion des populations de chiens errants. Je salue ce matin les nombreux maires présents et particulièrement les Drômois et je dis que sans accompagnement financier, les communes, notamment les plus petites, ne pourront mener à bien cette expérimentation. Je pense bien sûr à ma commune de l'Esch-en-Diois et ses 50 habitants, mais aussi à celle de Rochefourchat avec son unique habitant et de nombreuses autres communes de France du même acabit. Enfin, saluons une proposition commune concernant l'encadrement strict des offres de cession en ligne des animaux de compagnie et la fin immédiate des élevages de visons pour leur fourrure. Au final, grâce à ce texte issu de la majorité présidentielle, nous apportons des mesures concrètes qui changeront le quotidien de nos animaux et amélioreront les conditions de vie. Il me semble utile de rajouter qu'il est particulièrement constructif que le Sénat et l'Assemblée nationale puissent faire œuvre commune sur des sujets aussi sensibles pour nos concitoyens. Je pense également aux accords relatifs à la loi Climat et Résilience et à la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. J'en appelle à cette même co-construction concernant le texte relatif à la régulation de l'accès au foncier agricole. C'est notre crédibilité de parlementaires responsables qui s'en trouvera grandie. Je vous remercie. La parole à M. Emmanuel Capus du groupe Les Indépendants pour 5 minutes. Monsieur le président,
Madame la ministre, mes chers collègues, le véritable test moral de l'humanité, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Kundera a vu juste, si nous ne luttons pas contre la maltraitance animale, personne ne le fera. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Il faut s'en féliciter car ce texte est attendu par beaucoup de nos concitoyens. Il s'inscrit d'ailleurs dans une tendance de fond qui s'est traduite par plusieurs initiatives législatives. La version sur laquelle le Parlement s'est accordé est un texte d'équilibre qui prend en compte les réalités de notre pays. Près de la moitié de nos concitoyens possèdent un chat ou un chien. Nous ne croyons pas qu'un animal domestique soit un animal maltraité, comme le prétendaient certains. L'histoire de l'humanité est intimement liée à celle des animaux. La relation entre l'humain et le chien remonte au moins à plusieurs dizaines de millénaires. Nous ne devons pas renoncer à ces liens, mais mieux protéger les animaux contre les mauvais traitements. Avant de sanctionner, il est indispensable que les intéressés disposent des informations nécessaires. Les animaux ne sont pas les égaux des humains, mais ils sont des êtres sensibles dont il importe de connaître les besoins. Le texte y répond en prévoyant que les particuliers qui acquièrent un animal devront disposer d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Cette mesure peut paraître symbolique, mais elle permet cependant de s'assurer que les fondamentaux sont connus. La proposition de loi renforce également l'encadrement de la vente d'animaux de compagnie. La vente sur Internet sera désormais interdite et c'est heureux. Les animaux ne sont pas de simples marchandises. Les conditions de vente en animalerie sont également revues. Les animaux ne devront pas être visibles depuis la rue afin de réduire les acquisitions impulsives. Nous nous interrogeons cependant, comme le rapporteur, sur la pertinence d'une interdiction générale de la vente de chats et de chiens par les animaleries. Ou bien nous considérons les animaleries comme des professionnels compétents, ce que nous croyons, ou bien il aurait fallu leur interdire la vente de tout animal, ce que nous ne souhaitons pas. La solution retenue est un entre-deux qui ne nous paraît pas satisfaisant. Ces professionnels méritent mieux. Ils peuvent être utiles à la lutte contre la maltraitance. Le texte leur confie d'ailleurs un rôle de promotion de l'adoption des animaux de refuge. Ces derniers sont en effet submergés par l'ampleur des abandons. Pour éviter l'échec que constitue l'euthanasie, nous devons trouver des solutions pour les 100 000 animaux qui sont abandonnés chaque année. À cet égard, nous saluons l'expérimentation permettant à l'État et aux collectivités de mieux se coordonner pour gérer les populations de chats errants. Ces populations sont en effet un sujet de préoccupation majeur pour de nombreuses communes, notamment dans celles du nord de la France, comme l'avait soulevé notre collègue Jean-Pierre Decool. Le texte entend aussi lutter plus efficacement contre les importations illégales d'animaux. Ces trafics nuisent gravement à la condition animale et aussi à nos propres filières. Le montant de l'amende encourue est quadruplé, passant ainsi de 7 500 à 30 000 €. Au-delà de la lutte contre l'abandon et ses conséquences, la proposition de loi renforce également les sanctions des actes de maltraitance. Certaines circonstances peuvent certainement le justifier. C'est notamment le cas, Éric Gold l'a dit, lorsque ces actes sont commis en présence de mineurs et qu'ils ont alors de graves conséquences sur les enfants qui en sont les témoins. Je rappelle toutefois que la réponse pénale n'est certainement pas la panacée, que nos juridictions sont d'ores et déjà engorgées, que malgré la hausse des crédits cette année de la justice, nous avons un nombre de magistrats qui n'augmente pas beaucoup depuis le siècle dernier. Il me semble donc, comme les rapporteurs l'ont dit, que la sensibilisation et le travail d'éducation sont sans doute à privilégier. La proposition aborde enfin la maltraitance animale sous l'angle des spectacles animaliers. La commission mixte a décidé de leur arrêt progressif. Les delphinariums disparaîtront dans 5 ans et les cirques arrêteront leur activité de ce type 2 ans plus tard. Beaucoup de collectivités avaient déjà anticipé. Nos concitoyens, pour conclure, sont de plus en plus attentifs au sort des animaux dans notre société. L'ensemble du texte pragmatique apporte de nombreuses avancées, même si nous conservons quelques regrets. Le groupe Les Indépendants votera donc ce texte. La parole à Madame Marie-Christine Chauvin
du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente des Affaires économiques, Madame la rapporteure, mes chers collègues, il est important de rappeler ce matin que la protection des animaux n'est pas une préoccupation nouvelle. La France a posé dès 1850 le premier jalon d'une législation protectrice des droits des animaux domestiques, en punissant d'une amende les mauvais traitements infligés publiquement. Cette législation s'est étoffée au fil des années jusqu'à reconnaître en 2015 que les animaux étaient des êtres vivants, doués de sensibilité. Aujourd'hui, l'attente sociétale est grande pour aller plus loin dans la protection des animaux et moderniser en conséquence notre législation. Le texte proposé par l'Assemblée nationale, qui est le fruit de plusieurs initiatives parlementaires, n'est pas une loi structurante sur le bien-être animal. Toutefois, son périmètre réduit a permis à notre rapporteur, dont je veux saluer le travail, et à notre Assemblée d'avoir su mener cette analyse de façon approfondie, et ceci dans des délais restreints. Le Sénat a ainsi veillé à amplifier les mesures qui lui semblaient aller dans le bon sens, à corriger les effets de bord de certaines propositions, à supprimer les dispositions qui n'étaient pas en phase avec la réalité des pratiques et, de façon générale, à maintenir une place pour les animaux dans notre société. En effet, la tentation est grande, pour certains, d'interdire à brève échéance toute détention d'animaux, voire même tout contact avec eux. Nous disons au contraire que la relation entre les animaux et les hommes fait partie intégrante de notre société. Loin de tout dogmatisme, le Sénat a souhaité valoriser dans ses propositions des solutions opérationnelles, reposant sur des critères objectifs et scientifiques, élaborés en lien avec les professionnels, les associations et les vétérinaires, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des animaux. Je me réjouis que nombre de ces propositions aient été maintenues dans le texte final. Je voudrais en citer quelques-unes qui concernent les animaux domestiques. La reconnaissance du travail des associations sans refuge. Le texte sorti de l'Assemblée nationale aurait entraîné la fin des activités des 3200 associations sans refuge existantes, et pourtant très actives et nécessaires sur le terrain. À l'initiative du Sénat, un statut juridique a été créé pour permettre à ces structures de poursuivre leur mission de prise en charge des animaux. La vente des animaux en animalerie, une interdiction sèche des activités des animaleries, n'était pas la solution aux problèmes soulevés par les députés. Contrôle insuffisant, règles parfois inadaptées, achats impulsifs, nombreux abandons, défaut de formation des acquéreurs. Elle aurait, au contraire, redirigé l'activité de vente vers des canaux certainement moins satisfaisants du point de vue du bien-être animal. Aussi, le Sénat a réautorisé la vente des animaux de compagnie dans les animaleries, à l'exception des chiens et des chats, encadrer cette activité et encourager les partenariats entre animaleries et associations de protection des animaux dans l'objectif de trouver une famille aux chiens et aux chats abandonnés. L'encadrement de la vente des animaux domestiques en ligne. Face à ce qui est devenu la première animalerie de France, il est apparu indispensable au Sénat de fixer un cadre pour la vente des animaux domestiques en ligne, dans le double objectif de lutter contre les trafics et de s'assurer du bien-être des animaux proposés à la vente. Le renforcement des sanctions contre les maltraitances à l'encontre des animaux domestiques, le Sénat a sensiblement amélioré le texte sur ce point. Par exemple, en créant des circonstances aggravantes en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté, en renforçant les plaintes en cas d'un vol d'un animal domestique lorsque ce vol est destiné à alimenter le commerce illégal, en réprimant plus fortement la zoopornographie, en créant un délit d'atteinte sexuelle sur animal domestique pour condamner la zoophilie.
D'autres propositions tout aussi structurantes ont été maintenues. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera pour le texte issu de la CMP. Je vous remercie. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission sur l'ensemble du texte. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Vous voulez dire le résultat ? « 343, exprimés 333, pour 332, contre une voix. La proposition de loi est définitivement adoptée. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je prends rapidement la parole pour vous dire que j'ai entendu, Madame la ministre, dans vos propos, l'engagement du Gouvernement pour le bien-être animal. Je vous ai même entendu parler de moments historiques. Je voudrais vous dire qu'en la matière, le Gouvernement a quand même fait une petite erreur de méthode. Une telle ambition méritait un projet de loi, filtré par le Conseil d'État, travaillé sérieusement, en amont, avec toutes les associations et les professionnels. Cela aurait évité d'avoir un texte mal élaboré, sans et parfois contre les professionnels. Et je pense notamment à la façon dont les circassiens ont été particulièrement maltraités en début de texte. Un texte mal préparé, parfois dogmatique pour être médiatique et servir l'exposition de certains plutôt que de servir le règne animal. Pour ma part, je vous le dis, Madame la ministre, je n'ai jamais eu à examiner un texte dans ces conditions-là. Je me réjouis néanmoins du travail qui a été effectué et du vote que nous venons d'obtenir à la quasi-majorité. Et je remercie le travail sérieux mené en profondeur par Madame la rapporteure, mais aussi par tous les collègues de notre Assemblée qui se sont investis dans ce texte et par les administrateurs. Je remercie les ministres avec lesquels nous avons échangé, pour le coup sérieusement et de façon constructive, et les professionnels formidables que nous avons rencontrés et qui font sur le terrain un travail exceptionnel. Mon dernier mot, et je voudrais remercier aussi tous les groupes politiques qui, dans leur majorité, ont voté pour ce texte. Enfin, mon dernier mot sera pour les circassiens. Mesdames et messieurs, les circassiens aiment leurs animaux. Et cette proposition de loi a pu profondément les heurter et les blesser. Je veux leur dire le soutien total du Sénat et je veux leur dire que nous porterons une attention particulière pour la poursuite de leur activité et pour l'avenir de leurs animaux. Je vous remercie. Je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.
La séance est reprise.